En fin de compte, moi je me suis lancé dans un projet, c'était au début des gilets jaunes. J'ai administré la plateforme du Vrai Débat, mais pour la région Bretagne, et donc j'ai récolté les doléances des citoyens au niveau de la Bretagne. Je les ai classés par thème, un peu en parallèle à ce qu'avait fait Macron. Macron avait 4 thèmes, et moi je suis arrivé à une vingtaine, je crois. Et en faisant ça, en fin de compte, j'ai eu des échanges avec pas mal de personnes, à peu près 500 personnes qui sont venues interagir sur le site. Et j'ai rencontré un économiste qui m'a parlé de la théorie moderne de la monnaie et tous les essais de monnaie complémentaire qu'il y avait un peu en France et en Italie. Il y en a eu aussi. Il y a la Suisse et puis il y a la Sardex en Sardaigne. Et donc, au fil du temps, comme ça fait un peu plus de 2 ans maintenant, j'ai été même jusqu'à signer une tribune avec 137 économistes, tribune qui est passée dans Le Monde le 5 février, qui est passée dans 9 pays d'Europe. Et donc j'ai fini par acquérir quand même certaines bases en économie pour pouvoir vous expliquer un petit peu comment on pourrait avoir une monnaie souveraine sans forcément tout foutre en l'air, le Frexit et tout ça, parce que le Frexit, à mon avis, enfin, c'est un avis personnel, bien sûr, mais ça me paraît fastidieux quand on regarde comment ils ont fait avec le Brexit, quoi. Et donc, après, j'ai eu un échange avec Pete, qui a dû vous faire la conférence la semaine dernière, et donc j'ai fait un plan pour la soirée avec Pete, et qui lui a dû parler de Gesara et du QFS la semaine dernière, et il m'a demandé d'expliquer un petit peu pourquoi la monnaie est nécessaire dans une société. Enfin, c'est un avis aussi que je défends. Il y en a d'autres, je peux citer quelques mouvements qui défendent des sociétés où il n'y aurait pas de monnaie parce qu'on considère, c'est vrai, que la monnaie, à l'heure actuelle, c'est un gros problème et que peut-être que si on s'en débarrassait, on n'aurait plus ce problème-là. J'ai une deuxième partie qui parle, qui explique que la monnaie complémentaire que je défends, et puis après, souvent on me demande mais pourquoi faire, et un petit peu les propriétés particulières, et un peu défendre encore les raisons de la création monétaire, du pouvoir politique que ça permet d'avoir. Et puis après j'ai nommé un petit peu toutes les références que j'avais. Alors, donc, je vais vous dire, il y a Mosika, je sais pas s'il y en a qui connaissent, qui est un mouvement qui se bat pour une société où il n'y aurait aucune monnaie. Ils sont un peu en développement. J'attends de voir un petit peu plus clair. Je peux pas dire comment que ça fonctionnerait, mais à mon avis, il y a eu des sociétés avant que la monnaie se crée, il y a à peu près 5000 ans, des sociétés où des petits groupes où il existait des sociétés basées sur le don et sur la confiance. C'est-à-dire qu'on s'échangeait des services, des petits groupes où tout le monde se connaissait, et ça ressemblait un petit peu à un troc, mais les économistes n'aiment pas qu'on parle de troc parce qu'ils pensent qu'une société basée sur le troc, ça n'existe pas, c'est impossible, ça peut pas durer dans le temps. Mais une société basée sur le don et la confiance, c'est des choses qui peuvent encore exister aujourd'hui. Si vous lisez l'histoire de la monnaie de Martouf, c'est des choses qui peuvent exister au sein d'une famille, par exemple, parce que, ou avoir avec des amis, éviter d'avoir des échanges d'argent, parce que des fois, justement, les argents, ça peut être une source de conflit. Si on prend une plus grande société ou avec des personnes qui ne se connaissent pas forcément, et si on commence à avoir 10 000 personnes, par exemple, dans une ville ou des choses comme ça, on est obligé de laisser une trace de nos échanges, parce que sinon, on se dit qu'il va y avoir des profiteurs. Et donc, au fil du temps, c'est un peu pour cette raison-là qu'on a vu apparaître la monnaie. Ça a apparu à Sumer, dans le cours de Babylone, il y a à peu près 5000 ans. C'est-à-dire qu'on notait sur des plaques d'argile, c'était pour tenir des comptes, et puis quand les comptes étaient tenus, hop, on cassait la plaque d'argile, c'était des reconnaissances de dette. Et au fil du temps, ça a servi à autre chose aussi, ça a été un moyen de financer des guerres, et ça a donné, on donnait une solde aux soldats justement, et tous ces mots-là sont un peu liés. C'était une solde qui était donnée en sel, et ce qui a donné le salaire, quoi. Et il y a toute une, bon, on peut développer comme ça. Il y a toute l'histoire de Martouf qui explique un petit peu comment a évolué la monnaie.
Il y a différentes formes de monnaie dans toutes les sociétés. Dans les îles du Pacifique, on peut utiliser la monnaie, c'était par des coquillages, par exemple. Et donc, au bout de 5000 ans, je pense que société sans monnaie, c'est très compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible, mais moi, personnellement, je ne me le représente pas. Pour différentes raisons, c'est parce qu'on est arrivé vraiment très nombreux sur la planète et que c'est une évolution de 5000 ans, donc remettre 5000 ans d'évolution en question, ça me paraît compliqué. Alors après, voilà, c'est la première partie. La deuxième partie, je disais donc je défends une monnaie qui permettrait de retrouver la souveraineté monétaire. Une monnaie qui a... Je viens de voir un article il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, qui a fonctionné en Argentine entre 1890 et 2003, je crois. Et ça s'apparente à des bons du trésor, donc on utilise le circuit du trésor. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. En gros, moi, vu que je connais pas l'économie, je vais vous expliquer tel que moi je l'ai compris, parce que l'économiste, il est obligé de trouver plein de termes pour l'expliquer. En fin de compte, ça s'apparente un petit peu aux bons de réduction qu'il y a dans les supermarchés. Si on réfléchit bien, voilà, les bons de réduction, c'est un moyen de paiement et c'est une manière détournée de créer de la monnaie. Alors, je vous explique, bon, un bon de réduction, vous avez, par exemple, je prends un vêtement qui est à 80 € dans le magasin, et vous avez 60 € en poche. Vous ne pouvez pas acheter le vêtement. Mais vous recevez dans la boîte aux lettres ou par un ami, parce que vous avez un cadeau d'anniversaire, vous avez un bon d'achat de 20 € supplémentaires, qui ne sont pas sous forme d'espèces de chèques ou de carte bancaire. Enfin, encore, ça peut être une carte cadeau, mais c'est quand même de l'argent qui vient du magasin. Et avec ces 20 € là, vous pouvez acquérir le vêtement, quoi. C'est-à-dire que, en fin de compte, ça a permis de créer un peu de chiffre d'affaires pour le magasin, et ça vous a donné du pouvoir d'achat, et l'argent est revenu dans le magasin, et puis voilà, ça a fait tourner l'économie entre le client et le vendeur, quoi. Donc, si on rend ça au niveau de l'État, il faut s'imaginer faire des bons de réduction qui ne seraient pas appliqués sur le chiffre d'affaires d'un magasin, mais qui seraient appliqués sur la fiscalité. Et donc, ce serait ça, en fin de compte, le principe du bon du trésor. C'est-à-dire qu'on met des avances sur les recettes fiscales. C'est-à-dire on va donner un bon de réduction, mais pas comme on a fait avec le CICE aux entreprises. On va mettre entre les mains du consommateur un bon qui permet de payer moins d'impôts et qui viendra s'ajouter à l'euro. Un peu comme on aurait justement un bon d'achat en plus de l'argent qu'on a dans les poches, quoi. Donc, ce qui veut se passer, si on crée la monnaie au niveau d'une région, de la nation, d'un département, même d'une communauté de communes, ce qui va se passer, il va y avoir une assemblée qui va définir un projet, par exemple une route, et les recettes fiscales permettent de payer que 60% de la route. On imagine ça comme ça. Donc, on crée les bons de réduction pour les 40% qui manquent pour faire la route en entier, avec ces bons du trésor là. Et ces bons de trésor vont permettre de payer le bureau d'études, de payer l'entreprise de bâtiment qui, eux, vont rajouter en plus sur les salaires de leurs salariés ces bons du trésor qui vont pouvoir les consommer dans un restaurant ouvrier par exemple, qui va se fournir chez les éleveurs ou chez les fournisseurs de légumes du coin, et jusqu'à ce que chacun utilise la monnaie et peut-être paye les impôts locaux. C'est-à-dire que l'argent qui a été émis par la municipalité, par le département, par la région, va revenir dans les caisses par la fiscalité. Alors vous allez me dire, ouais, mais celui qui paye pas d'impôts, il fait quoi? Bah, il continue de dépenser jusqu'à ce que quelqu'un le remette dans les caisses fiscales, quoi. Voilà le principe que je défends, que les Italiens ont essayé de mettre en place avec les certificats de crédits fiscaux du moment 5 étoiles, et qui se sont retrouvés un petit peu empêchés de le faire par l'Europe, qui se sont dit, tiens, ça y est, ils ont trouvé une solution pour s'échapper de l'euro. Mais sauf que maintenant, nous, on le sait, et on va essayer de reprendre l'idée, et on essaye de le faire connaître. Je vois, il y a le mouvement Sol qui a repris l'idée aussi, on est en train de détailler, et ça commence à se faire savoir un petit peu partout en France.
jusqu'à ce qu'il y en ait un qui réussisse à vraiment le mettre en place, quoi. Donc voilà la deuxième partie. La troisième partie, je vais vous répondre parce que souvent on me dit, bah oui, mais là c'est juste le côté technique, mais c'est pour faire quoi? Ah, pour faire quoi? Bah, comme j'étais dans le mouvement des Gilets jaunes, je vais vous dire, c'est pour offrir une vie digne à tous et pour pouvoir permettre à nos enfants d'avoir une vie digne. Ce serait pour relancer les biens communs, ce serait pour les services publics, ce serait pour répondre à toutes les crises qu'il y a en ce moment, les crises politiques, de démocratie, les crises économiques, financières. En fin de compte, il n'y a rien qui nous empêche de tout financer avec, et même de faire en sorte qu'il n'y ait plus de SDF et que les fins de mois soient moins difficiles, et enfin redonner un petit peu espoir à tous, même les étudiants, les retraités, les handicapés, tous ceux qui ont besoin d'argent. Tout est finançable en fin de compte dès qu'on peut créer ces bons de résolution. C'est comme si on créait notre propre monnaie en plus de l'euro. Alors vous allez me dire, mais oui, mais pourquoi est-ce que ça ne serait pas la Banque Centrale Européenne qui le ferait? Pour une raison toute simple, c'est parce qu'il faut qu'on puisse la récupérer par la fiscalité. Alors la zone euro, c'est 19 pays avec donc 19 fiscalités différentes. Ce qui fait que, comment dire, le territoire qui doit émettre de la monnaie doit avoir la fiscalité qui lui est rattachée pour pouvoir récupérer la monnaie qui est émise, quoi. Voilà pour le troisième point, mais après, je vais pas dire j'ai un programme politique à vous fournir. Je pense que si on a un programme politique à faire, il faut qu'on le fasse avec le plus de monde possible et que tout le monde soit d'accord pour le mettre en place. Une fois qu'on a cet outil-là, on peut tout faire, quoi, et puis on appliquer une politique qui serait adaptée à l'ère du temps et à tous les défis qu'on a à relever, parce que ça va mal dans quasiment tous les secteurs, je dirais, quoi. Après, j'ai développé les propriétés particulières. Ouais, le débat, c'est que les propriétés particulières, en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des discussions et des personnes qui me disent bon, tu crées une nouvelle monnaie, ce qui va se passer, c'est que tu vas rentrer dans un conflit avec d'autres monnaies. Il y a des personnes qui vont chercher à spéculer, à faire dévaluer la monnaie, etc., etc. De toute façon, on ne sera pas bien accueillis parce que les politiciens vont se rendre compte qu'on fait l'acquisition d'un certain pouvoir. Parce que quand on a le pouvoir de tout financer, en fin de compte, on peut faire un peu tout ce qu'on a envie. Et pour pallier à ce problème-là, il y a plusieurs solutions. Alors il y a la solution, par exemple, de faire une micro-taxe sur les transactions, histoire de lui donner un aspect un peu fondant, à empêcher en fait que ces bons du trésor soient autorisables et inciter les gens à les utiliser avant qu'ils perdent de la valeur. C'est-à-dire que c'est fait. L'intérêt, c'est de fait pour être circulé, et c'est l'intérêt de cette monnaie, c'est par rapport à l'euro qui alimente le monde de la finance, éviter justement que l'argent alimente le monde de la finance, parce qu'on voit que les riches sont toujours en train de s'enrichir toujours plus et toujours plus, et que l'économie réelle est en panne. Là, on reprend l'esprit de Bernard Leiter, je sais pas exactement comment ça se prononce, je sais comment ça s'écrit, mais Bernard Leiter, qui était un des concepteurs de l'euro, qui voulait justement ne pas avoir une monnaie unique, mais une monnaie commune. Et il voulait conserver le franc pour le territoire français, pour pouvoir continuer à faire fonctionner l'économie réelle. Et donc là, ce serait le principe, c'est-à-dire recréer une monnaie yin, un peu si on considérait l'euro comme la monnaie yang, c'est-à-dire le yin et le yang, quoi. C'est-à-dire une monnaie avec des qualités et des défauts, qu'est l'euro? Parce que qualité, c'est que ça fait marcher la finance, mais le défaut, ça fait pas marcher l'économie réelle. Et la monnaie yin, justement, ferait l'inverse, quoi. Et les deux permettraient d'avoir une certaine fluidité. L'intérêt, c'est d'avoir l'euro, des échanges avec l'international, et pour éviter d'avoir trop de dévaluation de la monnaie nationale, puisqu'il y aurait un lien du fait que les bons du trésor sont quand même exprimés en euros, mais que rien ne nous empêche d'en faire autant qu'on a besoin. Voilà. Le 5, il est dans le document. C'est un tas de citations qui datent de la première, je ne sais plus exactement. Je crois que c'est Saint-Louis, mais il devait y en avoir aussi de l'époque des Romains, qui explique un petit peu pourquoi la monnaie permet de contrôler en gros la politique du monde et
donne un certain pouvoir. Je pense qu'à mon avis, les banques privées ont trouvé le principe et influencent beaucoup la politique actuelle, c'est-à-dire qu'on se sent dominé par la finance et justement ben, nos services publics et nos biens communs en pâtissent et qu'on ne peut pas relever le défi de l'environnement par exemple et qu'on est obligé de continuer ben, avec des diesels, des SUV et des choses quand même complètement absurdes pour la simple raison que quand une municipalité emprunte auprès d'une banque, la banque cherche à avoir une certaine rentabilité dans l'investissement des projets politiques. Et là, la monnaie, si on la crée nous-mêmes, il n'y a plus de raison de chercher à avoir de la rentabilité. On peut financer des choses qui sont utiles et nécessaires, c'est-à-dire bah, le monde du soin, par exemple. Il faudrait arrêter de penser que on finance plus le monde de la pharmacie, par exemple, qui est rentable parce qu'on vend des médicaments, mais qu'on cherche plutôt à financer des services de soins de qualité qui permettent vraiment de soigner les gens, quoi. Enfin, c'est une idée que j'aimais comme ça, mais je pense qu'on est quand même une majorité à la partager. Et ensuite, bah voilà, j'ai fini, j'ai mis les références en sixième partie. Maintenant, si vous avez des questions, je vous écoute.